Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre magazine Le Décideur. Vous le savez certainement, c'est chaque samedi soir qu'on se retrouve. Aujourd'hui, nous recevons l'honorable Christian Mwando Simba Kabulo. Il est élu deux fois, 2011 et 2018. Il est également élu de Moba et aussi de Kalemi. Il a été l'ancien ministre de Finances dans le gouvernement Moïse Katumbi, à l'époque du Grand Katanga. Il a également été, il est ingénieur, hein, il est ingénieur de gestion. On est avec lui ce soir, honorable, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien. Alors, pour la première fois que vous êtes ici chez nous, à HK6, après une visite guidée du DG, quelles sont les impressions? Non, je pense que c'est un investissement important. C'est la première fois que je passe chez vous. J'ai constaté qu'il y a quand même un professionnalisme qui s'installe et que nous saluons. Nous avons appris par des voix de nos membres et autres que vous acceptez aussi l'opposition dans votre chaîne, malgré que le promoteur soit de la majorité. Et cela est quelque chose à encourager. Nous vous encourageons sur ce pas et nous vous encourageons à maintenir l'investissement qui a été fait pour l'intérêt du Katanga, parce que je pense que c'est l'ensemble des fils de la province qui en profitent. Voilà, à votre présentation, il faudrait rajouter également que vous êtes président des l'UNADEF, vice-président des G7. Oui. Ça existe encore? Le G7 existe encore tant qu'on n'a pas finalisé la création du nouveau parti qui est Ensemble pour la République. Voilà, on va commencer par le Tanganyika. Vous êtes de là, vous aviez été deux fois candidat gouverneur de cette province et cela n'a pas marché. Quelles sont les impressions par rapport à ces deux échecs successifs? Bon, il faut dire que les élections dans notre pays, de toute façon, sont généralement très mal organisées. Vous savez très bien que, par exemple, pour les élections qui ont eu lieu en 2016, je crois, qu'il y a eu un certain nombre de faits, notamment les faits de corruption qui ont été dénoncés. Même chose pour les élections de 2018. Les élections de 2018, vous vous rendrez bien compte qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau provincial ou au niveau national, à peu près, nous pouvons estimer à plus ou moins 80% des personnes qui ont été plutôt nommées que désignées. Parce que ce qui est une anecdote que vous pourrez retenir, c'est que chaque fois on découvre que les gens qui sont à l'Assemblée nationale, ce sont les enfants, ce sont les femmes, ce sont les concubines de telle ou telle autre personnalité. Donc cela a bien entendu des conséquences en ce qui concerne le choix. Ces gens qui ont été nommés n'ont pas d'autre choix que d'exécuter le travail ou la tâche que leur a donné celui qui les a nommés. Donc, comme n'étant pas du camp de ceux qui ont nommé ces députés-là, il était tout à fait impossible que je puisse passer comme gouverneur. Et en plus de cela, il faut savoir que bien que, au fond, on savait qu'on risquait de perdre ces élections, mais il était bon pour l'ancrage du leadership, pour que les populations pour lesquelles nous avons parlé, nous avons promis pendant la campagne, n'aient pas l'impression que au fil du temps, nous les avons abandonnés. Il était donc responsable pour nous d'aller là-bas et de tomber les armes à la main. Donc c'est ce que nous avons fait et nous sommes fiers de cette population. Nous espérons que ces choses vont pouvoir changer avec le temps, mais je crois que le système de nomination des députés est à la base de tout ce qui se passe aujourd'hui et des échecs que personnellement j'ai dû récolter au niveau de la candidature comme gouverneur de province. Et actuellement vous avez les échos de Kalemi avec le management de l'actuel gouverneur. On a un bon écho et que les gens pensent qu'un bon vent souffle à Kalemi. Quel avis pouvez-vous apporter par rapport à cette politique de l'actuel gouverneur, celui qui vous a battu, qui a apporté des aspirations d'espoir à la population de Kalemi? Bon, je dirais que sur le plan sécuritaire, au centre de Kalemi, dans la ville de Kalemi, il a fait du bon travail, dans la mesure où, pendant un temps, nous avons constaté, même si ça reprend aujourd'hui, nous avons constaté que le taux de criminalité avait quand même globalement baissé. Mais nous sommes inquiets aujourd'hui que du côté de Nyunzu, on reprend, il y a la question des pygmées qui reprend, mettant de nouveau à mal la question sécuritaire de l'ensemble de la province. Nous sommes conscients que ce gouverneur n'a pas eu suffisamment de moyens parce que la province du Tanganyika, c'est une province qui ne produit pas
Jusque-là, en tout cas, du fait de la faiblesse des infrastructures, nous savons que c'est difficile d'avoir des recettes suffisantes. Donc, du point de vue des infrastructures, à part les quelques travaux qui étaient financés par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement qui sont en cours, mais je crois que de ce côté-là, rien n'a encore été fait. Les infrastructures sont en train de tomber. Et ce qui nous inquiète, et ça, nous devons l'interpeller, c'est qu'aujourd'hui, vous savez que la province du Tanganyika, c'est la première province au monde avec le lithium. En tout cas, le gisement qu'on a trouvé là-bas, c'est un gisement qui le met en première place au niveau mondial. Nous avons peur que le business entretenu par des hommes de mauvaise foi ne puisse permettre qu'on ne puisse pas exploiter. Parce que c'est l'exploitation de ce lithium qui va permettre quand même à cette province de pouvoir respirer sur le plan des recettes de la province, comme c'est le cas pour le Haut-Katanga ou le Lualaba, et qui permettra véritablement à la province d'avoir des moyens et de pouvoir juger la gestion de l'équipe du gouvernement provincial à sa juste valeur. Aujourd'hui, comme toutes les provinces, je crois, en dehors de Haut-Katanga et du Lualaba, qui ont quand même des ressources autonomes suffisantes, les deux provinces, le Tanganyika et le Haut-Lomami, c'est difficile de vraiment juger la compétence. Mais il y a un port, il y a la pêche qui prime également du côté Tanganyika. Comment est-ce que vous allez vous focaliser sur les mines alors qu'on peut exploiter autre chose dans cette province? Mais la pêche, c'est avec quel moyen de pêche? Le port, il y a lorsque vous avez un pays où l'insécurité, c'est pour ça que moi j'avais dit, parmi mes priorités, quand j'étais candidat, qu'on doit rétablir la sécurité. Aujourd'hui, pour ne pas me cantonner dans ma circonscription électorale, ma province, je donne l'exemple du Haut-Katanga, par exemple. Oui. Avec l'insécurité qu'il y a aujourd'hui dans la ville de Lubumbashi, vous croyez qu'un investisseur responsable, sérieux, peut venir s'installer? Non. C'est-à-dire, tous les mouvements de révolte, des combats entre pygmées, bantous, l'insécurité dans la ville de Kalemi, ne sont pas des éléments qui permettraient un investissement pour avoir une pêche qui produit. Ce n'est pas la pêche à la ligne qui va ramener de l'argent. C'est la pêche par des bateaux de pêche. C'est le trafic régulier et important des gens qui viendraient avec leurs marchandises et qui exporteraient les marchandises. Et comment comment vous expliquer sur le plan économique? La question minière est une question importante parce que le trafic par bateau pourrait être augmenté justement. Le port pourrait être rentabilisé sérieusement par un transport par bateau des produits miniers vers l'extérieur. Et également, si l'infrastructure routière est complètement en panne, c'est-à-dire les produits agricoles qui auraient pu être transportés par le port, ne le sont pas. Donc, en fait, le développement, les recettes par le port, par la pêche et par l'agriculture deviennent impossibles du fait du manque d'investissement et du manque d'infrastructures. Est-ce que pour l'intérêt de la population de Kalemi ou du Tanganyika, on peut retrouver un jour l'honorable Christian Mwando rapprocher le gouverneur Zoé Kabila pour essayer de parler de la question intéressante par rapport à l'intérêt de la population? Est-ce qu'il est possible que vous puissiez approcher l'actuel gouverneur du Tanganyika? Pas qu'il est possible, c'est mon devoir. C'est mon devoir parce que moi, le groupe que nous sommes, G7 aujourd'hui ensemble pour la République, nous ne sommes pas là pour seulement que ce soit nous qui dirigeons. Lorsque on est député, on est là d'abord pour sa population. Donc aujourd'hui, moi en tant qu'élu, je fais partie d'abord du caucus des élus du Tanganyika, où je participe activement. Je suis le président du caucus des élus de Moba. En cette qualité, j'ai le devoir d'être en contact avec l'autorité dirigeante. Parce que on le veut ou on ne le veut pas, si on veut résoudre des problèmes de notre électorat, de notre circonscription électorale et de notre population, on doit être en concertation avec l'autorité établie. Donc, moi, je considère que ce n'est pas seulement une possibilité, mais c'est une obligation. Merci beaucoup, honorable, de cet esprit démocrate. Oui, on peut applaudir. Sentez-vous à l'aise, chers téléspectateurs. Voilà. On va changer un peu de cap. On va parler UNADEF. On va parler parti politique, un parti qui vous a été légué par le feu
père Mwando Simba. Aujourd'hui, il y a des tractations autour de ce parti par rapport à la fusion ou à l'intégration dans le parti ensemble de Moïse Katumbi. Comment d'abord va ce parti? L'UNADEF va très bien. L'UNADEF est parmi les grands partis aujourd'hui de l'opposition, parce que l'UNADEF a des élus au niveau national, au Sénat. 12 élus, il faudrait Oui, rappeler. au total, 12 élus. Et donc, c'est parmi les partis qui ont pu, malgré les difficultés des élections, tirer leur épingle du jeu. Donc, c'est la santé d'un parti politique qui se mesure aujourd'hui d'abord par le nombre d'électeurs. D'abord, vous vous retrouvez à la tête du parti après la mort de votre père. Est-ce une succession de famille ou un patrimoine? Non, mais je pense que les membres qui sont ici ont été aux élections, parce qu'il y a une convention nationale qui a été organisée, parce qu'un parti politique, c'est un parti qui a des statuts. Oui. Et lorsque le parti a des statuts, le mode d'accession à la direction ou à la présidence de ce parti sont fixés par les statuts. Les gens ont tendance souvent à considérer que moi j'ai accédé à la direction de l'UNADEF par génération spontanée. Non. Il faut considérer d'abord que moi, j'ai terminé mes études normalement, Oui. et que j'étais parmi les majors de ma promotion à Louvain. Donc, quand je suis rentré, j'avais considéré que ma carrière politique, parce que mon père était quand même mon modèle, Oui. je voulais suivre une carrière politique. Et j'ai commencé la politique à l'UFEI. J'étais coordonnateur national de la jeunesse chargé de l'organisation et de la stratégie. J'étais sous la direction de feu l'honorable Mwalunda, qui est décédé. Et lorsque nous avons quitté, lorsque Nguz Karlibond, parce que je vais vous passer les détails, j'ai une longue carrière politique, si je vous donne les détails, je crois qu'on va veiller ici. Effectivement. Donc, lorsque Nguz Karlibond a trahi l'union sacrée de l'opposition radicale, nous avons, avec le président Mwando, moi-même, d'autres collègues, Kaboy, le professeur Kande Bouloba, ainsi de suite, nous avons, le professeur Sabo, nous étions une trentaine de membres du comité politique national de l'UFERI qui avions décidé en ce moment-là de le quitter. Nous sommes restés en ce moment-là à Limete avec Tshisekedi dans l'USOR, et Nguz Karlibond a été nommé Premier ministre en trahissant ses compères. En ce moment-là, nous avons créé ce qu'on a appelé l'UFERAD, l'UFERI radical, avec Nguz comme Premier ministre. Oui. Vous vous rappellerez qu'en ce moment-là, le président Mwando, qui était nommé dans le gouvernement de Nguz Karlibond comme ministre du Plan, avait refusé de rejoindre ce gouvernement parce qu'il avait considéré que Nguz était allé là-bas par supercherie. Donc, ce groupe de l'UFEI radical qui a été combattu par Nguz et Mobutu à l'époque, parce que affaiblissant l'UFERI, eh ben, nous avions considéré que nous ne pouvons pas continuer avec ce dédoublement de l'UFERI parce que nous ne pouvions pas avoir gain de cause. C'est ainsi qu'en ce moment-là, nous avions décidé, parce que moi je fais partie des fondateurs, nous avions décidé de fonder l'Union nationale des démocrates fédéralistes, que nous avons créée vers les années 92, ensemble, et à partir de ce moment-là, nous avons recréé les structures autonomes. À la suite de cela, moi j'étais un des adjoints du responsable de la jeunesse, qui était en ce temps-là M. Bruno Loaoula Mutombo Kamoy, qui est malheureusement déjà décédé, et nous avons construit le parti au niveau de la jeunesse d'abord, vers les années 92, et vers les années 96, moi je suis venu ici. En 96, quand je suis venu ici, j'ai rejoint le président qui était à l'époque Muitaba, comme responsable d'abord de la jeunesse, et puis Muitaba m'a fait élire comme vice-président provincial de l'UNADEF. Donc, c'était la deuxième étape. Lorsque nous avons, Kabila est entré, et que les partis politiques étaient dissous vers les années 97, et que par la suite, le président Muitaba n'a pas eu le courage à rejoindre le RCD
et n'a pas eu le courage de revenir à l'UNADEF. Automatiquement, pour recréer le parti, j'étais la personne qui en connaissait l'historique et qui était la mieux placée pour diriger le parti UNADEF au niveau de la province du Katanga. Voilà. C'est comme ça que je suis devenu président provincial de l'UNADEF au Katanga, et en cette qualité, nous avons été à la Codeco, et malheureusement, en 2006, moi, je n'ai pas réussi aux élections, mais cependant, avec les députés que nous avions au niveau provincial, c'est comme ça que j'ai été coopté par la volonté de Moïse Katumbi, avec lequel j'ai eu une candidature, un combat rude en 2006, parce que moi, en 2006, j'étais dans l'opposition, avec Pai Pai et Muyambo, tout ça. Donc, c'était la guerre. Alors, lorsque nous avons terminé cette bataille, le président Moïse Katumbi, voyant quand même que j'étais loyal et juste dans le combat que j'ai mené, et que certains lui ont dit que c'est quelqu'un qui a été bien formé, parce qu'en ce moment-là, j'étais directeur de Saint-Escline, et j'étais déjà président de la FEC pour la ville de Lumbashi. Il m'a approché et il m'a demandé si ça m'intéressait d'entrer au gouvernement provincial. Ça, c'est en 2007. Et c'est en ce moment-là que j'ai... Qui vous a donné le ministère des Finances? Le ministère du Plan. Parce que j'ai conduit, avec d'autres collègues, la réalisation du plan de développement avant l'investiture du gouvernement. Donc il m'avait dit, comme tu es parmi ceux qui ont conçu ce plan, eh ben, je préfère te donner le ministère du Plan. Donc un cursus normal pour arriver à la tête du parti. Oui. Mais après tout ce que vous évoquez, après tous les sacrifices qu'a connu le feu Mwando, tout ce qu'il y a eu autour de cette histoire de notre pays avec l'UNADEF, vous décidez de jeter tout en pâture comme ça pour adhérer au parti Ensemble de Moïse Katumbi. Non. Est-ce que du vivant de Papa Mwando, il serait aussi, comme vous, prendre cette décision d'adhérer ou de fusionner son parti? Mais vous savez que moi, ça la plupart pensent que le jour que vous avez pris cette décision, permettez, le feu Mwando s'est retourné 2-3 fois dans un temps. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Je crois que le feu président Mwando était déjà dans l'optique de créer un parti politique. Il était convenu en ce temps-là que le G7 devait être un parti politique. Mais malheureusement, avec toutes les complications qu'il y a eu avec le système de Kabila, on n'a pas pu transformer ce parti politique, ce regroupement politique en parti politique. Et nous sommes juste dans cet esprit-là. Cet esprit-là veut quoi? Veut que, à terme, notre pays est fatigué de ces 600 partis politiques avec autant de présidents porteurs qui sont des partis politiques qui sont dans les mallettes. Nous sommes d'avis que nous devons avoir en République démocratique du Congo, comme c'est en train de se dessiner aujourd'hui, 4-5 grandes formations politiques qui vont se battre sur le plan de l'idéologie de chaque formation politique. Aujourd'hui, vous allez voir que de manière claire, l'option c'est que nous avons les kabylistes qui vont se rassembler probablement au sein du FCC, les katumbistes qui vont se rassembler au sein de Ensemble pour la République, les tshisekédistes autour de Kash, et nous aurons peut-être les gens de Bemba et de Fayoulou éventuellement. Et de Lamouka. Oui, Lamouka. Lamouka, nous en faisons partie. Lamouka, c'est un patrimoine qu'on a. Voilà, il fallait donc là je vous parle des partis politiques, parce que vous savez quand même le FCC est dans une réflexion pour se transformer en parti politique. En ce moment-là, lorsque nous aurons 5 ou 6 grandes formations politiques à travers la République, il y aura 2 choses fondamentales qui vont se réaliser. C'est que, 1, on aura des partis véritablement nationaux, au lieu d'avoir des partis politiques. Il a des partis politiques, il a seulement un député, je ne sais pas moi, à Goma, et puis le reste du pays, il ne connaît même pas. Non, nous allons avoir des partis qui seront des vrais partis nationaux et qui auront des idéologies. Vous savez que beaucoup de partis politiques n'ont même pas d'idéologie. Alors, nous, en tant que précurseurs de ce mouvement, nous avons dit, nous ne pouvons pas laisser le pays avec 600 partis politiques, l'indiscipline au sein des regroupements politiques, non. Nous fusionnons conformément à ce que nous étions convenus en 2016 de faire du G7 un parti politique. Maintenant, Moïse Katumbi, qui est notre leader depuis le G7, a dit, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment de faire cette fusion? Cette fusion nous permettra plusieurs choses. 1,
avoir une idéologie commune. Parce que les regroupements politiques, parfois, vous partez du communisme à l'extrême droite. Donc, il n'y a pas d'idéologie commune. Donc, nous devons avoir une idéologie commune. L'idéologie que nous avons choisie, nous, en tant qu'Ensemble pour la République, c'est le libéralisme social. Donc, les autres vont avoir aussi leur idéologie et le combat va se déplacer progressivement de débats de personnes vers les débats sur les idéologies et les actions à mener. Il ne faut pas oublier également que nous avons aussi la responsabilité, dans cette restructuration que nous sommes en train de faire, de renouveler la classe politique. Parce que, comme l'avait dit Monsengo, il y a trop de médiocrité dans la classe politique, il y a trop de petits présidents dans la classe politique, avec chacun à la recherche tout simplement des postes, mais nous voulons dépasser cela pour créer une grande machine à travers la République qui va porter une idéologie, qui va commencer dès maintenant à préparer les élections de 2023 avec un programme mitonné, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez le tâtonnement qu'il y a autour du pouvoir actuel, ça prouve que les gens n'étaient pas préparés à prendre le pouvoir. Nous voulons dès aujourd'hui nous préparer pour un programme, pour les priorités, et pour ça, je n'ai pas besoin, moi, Christian Mwando, d'être président d'un parti politique. Pour ça, je m'allie, nous fusionnons avec d'autres partis politiques. Et cela, ce n'est pas moi qui le décide. Cela, je crois qu'il y a des membres du comité politique national qui sont ici, qui sont venus, qui ont été invités à Kinshasa pour participer à la réunion, pour prendre l'option. Parce que vous savez que cette idée ne date pas d'aujourd'hui. Il fallait donc qu'au sein des partis politiques, qu'il y ait un processus. Ce n'est pas le président qui décide, il y a un comité politique national qui est en fait le parlement du parti, qui se met en place, qui décide en pesant le pour et le contre. Voilà. Mais comment va se faire le brassage? Je voudrais terminer. En pesant le pour et le contre, le comité politique national de l'UNADEF m'a chargé de dire que oui, nous sommes pour la fusion. Mais l'étape n'est pas encore finie. Nous avons donné notre accord. Nous allons entrer dans la fusion. Mais lorsque cette fusion devra se réaliser de manière définitive, il faudra que l'UNADEF organise son congrès, qu'on appelle chez nous la Convention nationale, qui sera composée de l'ensemble des cadres, qui est l'Assemblée générale en fait, qui est seule capable de prendre la dernière décision, qui est la décision de dissolution. Donc ici, nous sommes dans la fusion, mais il nous reste une étape pour finaliser cette fusion. Alors, il faudrait rappeler quand même que la dernière convention de l'UNADEF qui a eu lieu à Kinshasa au mois de juin 2019, cette question n'a pas été évoquée. Non, nous n'avons pas. La dernière convention, c'était la convention élective qui m'a porté à la tête du parti. C'était en février 2017. En 2019, nous avons eu le comité politique national. Dans le comité politique national, je crois que Mme Moutita, qui est ici, qui est membre du comité politique national, était là et la question a bel et bien été évoquée. Alors, mais comment va se passer le brassage? Votre parti, vous êtes quasiment sur tout le territoire national. Comment va se passer le brassage entre ceux qui sont derrière vous, vos membres, et bien évidemment tous les autres partis qui vont fusionner ensemble pour la République? Nous allons, c'est-à-dire que les membres des 6 partis politiques qui ont fusionné sont d'office membres d'Ensemble pour la République. Maintenant, ces membres étant membres du parti politique d'Ensemble pour la République, maintenant, ce qui reste à faire, c'est la répartition de responsabilités. Je crois, nous sommes en train de trouver une formule pour que les responsables, parce que c'est là que se pose le problème, pas vraiment au niveau de la base, les responsables des différents partis politiques se retrouvent aussi au niveau des différents organes du nouveau parti politique que nous sommes en train de créer. Mais c'est quoi l'opinion que vous aviez face à ceux qui ont été avec vous, mais qui ont décliné également cette idée d'intégrer ce parti de grands ténors de la politique du Haut-Katanga, et même du Katanga, et même du pays, à l'instar de Kingwa Kumwaza, à l'instar de Jean-Claude Muyambo, qui n'ont pas adhéré à cette même vision, qui par moments ont eu le même rang que votre parti, l'UNADEF? Non, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui n'ont pas été contactés, qui n'ont pas été intéressés. Que je sache, l'UNAFEC et SCOD n'ont pas été depuis le début
dans le programme de faire partie de la fusion. Donc, ils n'ont pas été intéressés. Lorsque nous sommes venus, les différentes fois où nous sommes venus pour discuter en groupe restreint sur le devenir sur la fusion, ils n'ont jamais été invités. Donc, dire qu'ils ont refusé, c'est autre chose. Mais ils n'ont pas été invités et ils n'ont pas été intéressés. Et pourquoi, je précise. Pourquoi ne pas aussi vouloir avoir des gens de poids comme Muyambo, comme au sein de l'ensemble? Je vous explique. Depuis le début, le président Kyungwa Koumanza a dit qu'il est dans le cash. Enfin, il est dans le cash. Il est derrière. Il soutient Félix. Oui, donc il est au pouvoir. Nous sommes un parti de l'opposition. Donc, à partir de ce moment-là, on ne pouvait plus l'intéresser parce que ça serait la confusion. Lui, il est au pouvoir. Nous sommes un parti de l'opposition. Et il a ce code avec Jean-Claude Muyambo. Jean-Claude Muyambo soutient Félix ouvertement. Félix Tshisekedi. Donc, comme Moïse Katumbi aussi. Non, Moïse Katumbi n'a jamais dit. Qui s'est aligné dans l'optique de l'opposition républicaine. Oui, mais Moïse Katumbi n'a jamais dit qu'il soutient Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi a dit qu'il est opposant et que s'il y a de bonnes choses, comme je l'ai fait pour Zoé Kabila, s'il y a des bonnes choses qui se font, je vais féliciter. S'il y a des mauvaises choses, je vais dénoncer. Voilà, et donc, il n'est pas un soutien de Félix Tshisekedi, que ce soit clair. Oui. Honorable, on va rester pour une dernière question en ce qui concerne l'UNADEF. Beaucoup pensent qu'il y a eu beaucoup de dissidences dans votre parti parce qu'ils ont vu déjà de très loin que l'œuvre de Papa Mwando ne serait donc pas pérennisée, raison pour laquelle il y a eu plusieurs dissidences, c'est le cas d'Agé Matembo et de plusieurs autres qui sont partis. Non, mais s'il vous plaît, je crois qu'il faut faire en sorte que les choses soient placées à leur niveau. Oui. Agé Matembo, il a choisi d'aller à la grande bouffe. En trahissant l'idéal pour lequel nous étions ensemble. Première chose, lorsque nous avons tenu à Kinshasa la convention pour créer le G7, Agé Matembo en a été le porte-parole. C'est lui qui a lu le communiqué final. Donc, lui, c'est un cas tout simplement de quelqu'un qui a voulu s'enrichir rapidement et qui n'a pas trouvé la nécessité d'être avec ses amis politiques. Pour ce qui est de la vision de feu le président Mwando, je crois qu'il n'y a pas mieux que moi pour l'incarner parce que j'ai repris le flambeau là où il l'a laissé et j'ai continué l'œuvre pour laquelle il avait déjà donné son quitus, parce que n'oubliez pas que c'était déjà lui qui était président du G7, qui était sponsorisé ou soutenu par Moïse Katumbi. Voilà, on va terminer cette question de l'UNADEF. On se dit que tout est mis en œuvre. L'UNADEF ne va plus exister dans quelques jours et vous serez membre de l'Ensemble pour la République. Oui. Comme tant d'autres, nous allons fusionner parce que une précision est de taille. À combien vous vendez ce parti? L'UNADEF n'adhère pas. L'UNADEF n'adhère pas à un parti politique. L'UNADEF fusionne. C'est-à-dire, moi, Christian Mwando, je suis fondateur de ce nouveau parti. Donc là, c'est une précision. À combien vous vendez ce parti, honorable Christian Mwando? À combien vous vendez tout ce sacrifice du feu Mwando? Vous savez, monsieur, il y a des gens qui, ils ne pensent pas aux idées générales. Ils croient que tout est à vendre. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas à vendre. Moi, si j'étais à vendre, je crois que pendant les 4 ans qui sont passés ici, où Kabila avait tout le pouvoir, si je lui avais proposé que moi, je le rejoignais, je crois que je serais peut-être millionnaire. Mais ça ne m'intéresse pas. La vie, il n'y a pas que l'argent. Puisque vous l'êtes déjà en étant ministre 7 ans durant en finance de la province du Grand Katanga. Oui, mais justement, quand j'ai quitté Kabila, moi, je suis le seul ministre des Finances qui ait pu affronter, défier un président de la République en fonction. Vous savez, un ministre des Finances, tout ce qu'il a à toucher comme papier, généralement, ce sont des gens qui n'osent même pas parler. Donc, c'est vous dire que nous avons travaillé avec orthodoxie et 22 commissions d'enquête sont venues ici, ils n'ont rien trouvé à me reprocher. Je veux dire simplement ceci. La vie ne tourne pas seulement autour de l'argent. Les gens doivent savoir qu'il existe d'autres valeurs en dehors de l'argent.
Donc, moi, je ne peux pas avoir une vision pour dire, OK, on se dépasse, on fusionne, on devient plus grand, on devient une plus grosse machine que sans aller quémander pour qu'on m'achète. Non, je crois que c'est trop bas. Moi, j'ai déjà, à mon stade, j'ai déjà dépassé ce cap-là. Moi, j'ai une grande vision. Vous savez, aujourd'hui ou demain, ce parti politique, Ensemble pour la République, qui est et qui sera un grand parti politique, va avoir 120, 200, 150 députés. En ce moment-là, Christian Mwando, fondateur de ce parti, peut espérer qu'il peut être parmi les grands dirigeants de ce pays. Au lieu d'avoir 6 partis, 10 partis, 20 partis, chacun avec 6 députés, 8 députés, où on commence à faire des combats de chiffonniers lorsqu'il faut diriger la République. Et ça, je crois qu'il faut intégrer tout ça. Mais il ça faut, ne sera pas il faut voir grand. Un parti taillé sur mesure à la personne de Moïse Katumbi qui risque d'être président à vie de ce parti. Mais est-ce que vous savez que c'est nous, avec lui, bien sûr, qui sommes en train de faire les statuts de ce parti. Donc, là-dedans, nous prenons les options pour consolider une démocratie interne au sein de ce parti. Et Moïse Katumbi va diriger le parti selon les règles qui seront fixées par le statut. Je crois qu'en toute démocratie, on ne peut pas dire autre chose. Merci, honorable, merci, chers téléspectateurs qui nous suivez de partout. Nous allons changer de cap. On a certainement parlé du parti UNADEF. On a compris le contour des enjeux par rapport à l'intégration ou à la fusion dans le parti Ensemble. Mais on va rester sur vous par rapport à vos prises de position, avec ici un nouveau leader pour qui vous devriez suivre, mais on vous a vu s'illustrer dans des prises de position qui, par moments, vont à l'encontre de la vision de votre famille politique. Vous aviez été le premier à soutenir l'élection de Félix Tshisekedi, alors que Moïse Katumbi était en train de clamer la vérité des urnes derrière Martin Fayoulou. Est-ce que pensez-vous être vraiment sous le leadership de Katumbi, comparativement à votre façon de faire la politique, qui est un peu à la trempe, hein, un matin, l'honorable Christian peut se réveiller, il tweet, il poste, et puis bon, ça passe. Mais je crois que je n'ai jamais pris... Moi, je ne suis pas le genre de politicien qui agit en solo. Moi, j'ai l'esprit d'équipe. Si je fais une déclaration, oui, c'est en concertation avec les autres leaders de ma famille politique. Ma famille politique que je considère ici comme la famille politique katumbiste. Mais vous aviez quand même, honorable, soutenu l'élection de Félix Tshisekedi alors que Moïse Katumbi réclamait la vérité des urnes. Excusez-moi. Moïse Katumbi n'a jamais été dans le schéma de vérité des urnes. Jamais. Je vous le dis. Oui, ça on l'apprend. Non, jamais. Monsieur, si vous ne pouvez pas trouver où il réclame avec... Non. Moïse Katumbi, depuis le début, a dit à Fayoulou qu'il ne devait pas aller à la Cour constitutionnelle parce que les élections, la Cour constitutionnelle allait donner raison à son adversaire, mais Fayoulou l'a fait. À partir de ce moment-là, Moïse Katumbi a dit, puisque nous nous sommes référés à la Cour constitutionnelle et que la Cour constitutionnelle a tranché, moi, je respecte la décision de la Cour constitutionnelle, donc je tourne la page des élections présidentielles. C'est ce qui a été fait. Et c'est dans la même ligne droite. Moi, j'avais fait 2 déclarations à ce moment-là. La première, où j'avais dit... Avant la publication, avant la Cour constitutionnelle, oui, j'avais dit que si la Cour constitutionnelle confirme les résultats qui ont été proclamés par la CENI, je vais m'incliner. Nous allons nous incliner à cette décision de la Cour constitutionnelle. Ce qui a été fait et ce qui est la position des katumbistes et d'Ensemble pour la République jusqu'à aujourd'hui. Donc je crois que de mon côté, il n'y a pas eu de départ en franc-tireur. Non, ça n'a pas existé.
Mais aussi sur la question de la Mouka, vous laisserez un peu en éclaireur. Est-ce que vous portez les opinions de Moïse Katumbi aux yeux de gens alors que lui-même ne sait pas le faire? Vous avez également prédit la mort ou la chute de la coalition La Mouka. À ce jour, on sent que Moïse Katumbi s'est complètement rétracté puisque la question sur le choix du porte-parole de l'opposition a isolé M. Fayoulou ainsi que M. Mouzito qui font partie actuellement de la plateforme. Oui, mais au niveau de la Mouka aujourd'hui, nous ne pouvons pas nier l'existence d'une divergence en ce qui concerne notamment l'appartenance politique de la Mouka. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez bien compte qu'il y a une partie, Bemba et Katumbi, qui se déclarent, qui persistent et signent, qui sont de l'opposition, mais vous avez Fayoulou et Mouzito qui disent qu'ils sont au pouvoir. Et ça pose un problème de positionnement politique au niveau de la Mouka. Et ce positionnement politique, ce n'est pas moi qui l'ai créé, mais c'est un positionnement politique dû aux divergences d'approche. Et lorsque moi j'ai dit qu'il était temps qu'on puisse clarifier ces choses de manière à avoir une vision commune, je pense que je ne me suis pas trompé dans mes déclarations. On va prendre vos paroles, c'est sur l'écran, votre tweet concernant la Mouka. Quand un groupe s'enferme dans la contradiction, peut-on se déclarer comme député de la dynamique opposant au Parlement, mais refuser l'application de la loi portant statut de l'opposition qui veut un porte-parole de l'opposition? Voilà, c'est ça la divergence de vue. Parce que pour le groupe de Martin Fayoulou... Pendant qu'il y avait une réunion de la Mouka qui s'est tenue à Lubumbashi avec Mazaïba, avec Fayoulou... Excusez-moi. Pour le groupe qui Martin Fayoulou et Mouzito, on ne peut pas choisir un porte-parole de l'opposition parce que, ayant gagné les élections, nous ne sommes pas dans l'opposition. Mais entre-temps, leur groupe parlementaire se sont déclarés groupe parlementaire de l'opposition. J'ai dit, c'est pour ça que je souligne la contradiction entre le groupe parlementaire qui s'est déclaré, parce qu'on fait une déclaration politique au bureau de l'Assemblée nationale pour dire si on est de la majorité ou de l'opposition. Le groupe parlementaire s'est déclaré de l'opposition. Mais entre-temps, pour désigner le porte-parole de l'opposition, on dit non, nous ne sommes pas de l'opposition. C'est la contradiction que je souligne, qui est une contradiction réelle. Voilà. Vous êtes parmi les députés nationaux qui prennent très souvent la parole au niveau du perchoir de l'Assemblée nationale. Vous avez évoqué la question de 650 millions de dollars qu'on n'a pas retrouvés lors de la gestion du gouvernement Mouzito. Qu'en est-il de cette question? Non, Tchibala, le gouvernement Tchibala. Oui, le gouvernement Tchibala, voilà. Oui, non, cette question, je crois qu'elle a été noyée, hein, comme toutes les autres questions de détournement et de vol. Ici, nous avions porté à la connaissance de l'Assemblée nationale que les projets qui ont été prévus par le budget 2018 n'ont pas été appliqués. Mais pourtant, l'argent est sorti pour des projets qui n'étaient pas prévus, et on doit savoir c'est lesquels. Il y a des frais, comme les frais de papeterie, qui n'ont pas été prévus, qui étaient presque, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, des frais de papeterie pour la République étaient prévus, admettons, à 60 millions, mais pour lesquels les paiements ont été exécutés à 400 millions. Ça veut dire qu'il y a ces écarts-là qui font que, dans un pays normal et sérieux, le ministre des Finances sortant, le ministre du Budget sortant et le Premier ministre sortant auraient dû répondre et interpeller, voire arrêter, parce qu'ils ont détourné l'argent public. Cela n'a pas été fait, parce qu'il y a une majorité mécanique au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, nous sommes dans un système où Félix Tshisekedi, ayant décidé de ne ni fouiner, ni regarder dans ce qui s'est passé dans le passé, la corruption, l'impunité se portent très bien dans notre pays. Et nous allons peut-être y arriver. Ce n'est pas le seul cas. Nous avons beaucoup d'autres cas qu'on va soulever ici, les 15 millions. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le régime du laisser-faire, laisser-passer. C'est la continuité du passé et il n'y a aucun espoir d'avenir meilleur pour moi avec la continuité de cette gestion-là.
Mais vous avez également soutenu la dissolution de l'Assemblée nationale alors que vous êtes député, faisant partie de cette Assemblée. Oui, je soutiens absolument la dissolution de cette Assemblée, pour les motifs que j'ai évoqués ici. Les gens dans cette Assemblée nationale, disons-le, ont été nommés. Est-ce que vous pouvez m'expliquer que, en violation de la loi, la CENI n'a jamais su proclamer les résultats par bureau de vote? Plus d'une année après les élections, on demande, on exige à corps et à cri qu'on proclame les résultats par bureau de vote. Ça n'a jamais été fait. La CENI est bloquée à ce stade-là. C'est parce que la CENI a tripatouillé les résultats et ne sait pas reconstituer les points qu'il a donnés à chaque candidat, les reconstituer par bureau de vote. Alors, au vu de cela et au vu de la crise persistante, nous pensons qu'il est nécessaire que cette Assemblée nationale soit dissoute et que nous allions à de nouvelles élections. Vous n'avez pas peur de perdre votre poste de député? Non, pourquoi j'aurais peur? Parce qu'il y en a de la Mouka qui ne voudrait même pas entendre de cette histoire de dissolution. Mais je ne suis pas député pour moi. Je suis député pour que les choses marchent. C'est différent. Aujourd'hui, tel que les choses se présentent, les choses ne peuvent pas marcher. Parce que le président de la République actuelle, il a peut-être ses idées, mais il doit comprendre qu'il n'est plus en campagne électorale. Il doit appliquer ses idées, mais il ne peut pas appliquer ses idées parce que sur une Assemblée nationale qui a 500 députés, vous savez combien l'UDPS a? L'UDPS a 32 députés. CACH, UDPS, UNC, ils ont 15 députés. C'est qu'au total de l'Assemblée nationale, ils sont 47. Mais ils n'ont aucun impact sur l'Assemblée nationale. La constitution de la République démocratique du Congo, telle qu'elle est conçue, c'est la majorité parlementaire qui a le gouvernement. Tout ce que Félix est en train de dire ou de faire, mais ce n'est pas lui qui décide. C'est le chef du FCC, qui est Joseph Kabila, qui décide de ce que va faire le gouvernement. Et Tshisekedi ne peut rien faire, ne peut rien lui faire, parce qu'il ne peut même pas déchoir un ministre. Il ne peut pas. Il n'a pas ses prérogatives en tant que chef de l'État? Bon, il peut prendre, mais vous savez que le Premier ministre a presque plus de pouvoir que le chef de l'État. Parce que toutes les ordonnances que le président de la République doit signer doivent être contresignées par le Premier ministre. Et le Premier ministre, il prend ses ordres où? Ah, ça, il faut le dire. Donc aujourd'hui, dans la situation actuelle, Tshisekedi ne peut rien faire. Il faut dire aussi que pourquoi tout le monde, même son propre camp, demande la dissolution de l'Assemblée et la mise à jour ou la divulgation de l'accord FCC-CACH. C'est parce que, justement, on a l'impression que dans ces accords, eh ben, il est tétanisé, il est bloqué, il ne sait rien faire. Aujourd'hui, vous vous rendez bien compte qu'après le discours sur l'état de la nation qui a eu lieu en décembre, nous sommes à 40 jours de l'année proclamée année des actions. Quelle est l'action qui a été posée? Aucune. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, est incapable même, après la proclamation du début de l'année de l'action, de faire exécuter ces ordonnances sur la GECAMIN et la SNCC. C'est quoi ce revirement honorable? On vous a vu accompagner Félix, soutenir Félix, dire que c'était un produit du rassemblement. Vous l'avez vraiment porté après son élection, mais c'est quoi ce revirement? Non, je ne l'ai pas porté. Il faut être clair. Je crois que politiquement, il faut savoir examiner les propos d'un homme politique. Je ne l'ai pas porté. J'ai dit, contrairement à certains amis de la Mouka, que si Félix est proclamé président par la Cour constitutionnelle, moi, je vais accepter les résultats de ce vote. Est-ce que ça, c'est porter quelqu'un? Ce n'est pas porter quelqu'un. Après, nous avons dit, nous tous, en tant que Katumbis, que nous allons faire l'opposition républicaine. Et c'est ce que je suis en train de faire ici. Il y a deux choses. Il y a ceux qui disent, aujourd'hui, allez, on balaye tout, il n'y a pas de président de la République, tout ça, tout ça. Hein? C'est une branche de la Mouka. Il y a nous qui disons, ok, les choses sont là, l'homme a été proclamé, c'est le président de la République. Donc, s'il y a quelqu'un qui est responsable dans ce qui se fait, c'est lui. Et donc,
quand les choses ne vont pas, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, je lui dis, en tant qu'opposant, ce qui ne va pas. En quoi voyez-vous la contradiction? Il n'y a aucune contradiction. Au contraire, je suis dans mon rôle, qui est le rôle de reconnaître les institutions et dire ce que les institutions doivent faire ou ne doivent pas faire. Aujourd'hui, nous sommes devant un président de la République qui n'a pas la possibilité d'appliquer la politique qu'il croyait appliquer. Il devrait normalement dissoudre l'Assemblée nationale. Et vous les soutenez dans ça? Je soutiendrai, mais non, il a reculé. Il faut voir. J'ai appris, comme vous, qu'il a reculé. Félix Tshisekedi a reculé sur beaucoup de points. Premier point, lorsqu'il a été proclamé élu et qu'il a été investi, il avait dit, je crois qu'il était dans un pays, c'est le Malawi, qu'il va nommer un informateur. Quand on lui a tapé sur les doigts, il est rentré, il a changé. Il n'y a plus été question d'informateur. Vous savez, aujourd'hui, cette question d'informateur, on en subit les conséquences. Parce que si il avait nommé un informateur, il aurait défini une nouvelle majorité, ce qui n'a pas été fait. Bon, on lui a dit, attention, le chef de votre majorité est là, c'est Joseph Kabila, il a déjà dit qu'il n'y aura pas d'informateur, vous prenez la majorité telle qu'elle est, selon notre deal, et pas question de faire autre chose. Il a reculé. Première erreur. Il a essayé de dire qu'il y a eu fraude au niveau des élections des sénateurs et qu'il fallait suspendre. On lui a tapé sur le doigt. Il a reculé. 2 semaines après, ces élections ont eu lieu. Il a voulu intervenir lorsqu'on a invalidé. Je m'excuse, c'est important. C'est important. Il a voulu intervenir pour la Cour constitutionnelle quand il y a eu des corruptions pour valider d'autres personnes. On lui a tapé sur les doigts. Il a reculé. Les 15 millions, il n'a rien fait. Parlons de cette affaire de 15 millions. Il y a beaucoup de choses. Il y a une guerre entre le ministre des Finances et le directeur du cabinet des chefs de l'État. Vous avez une expérience de la gestion de finances en tant que ministre de Finances. Quelle est votre appréciation par rapport aux propos du ministre actuel des Finances qui semble bloquer la machine pour faire exécuter le travaux de 100 jours? Attention. Il faut faire la part des choses entre les 15 millions, qui sont une autre affaire, qui concerne qui implique également le directeur de cabinet du chef de l'État. Qui concerne le secteur des hydrocarbures, où il y a eu des rétrocommissions, l'argent a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Il y a l'autre question qui est la question des 100 jours, avec les travaux qui ont été prévus pour les 100 jours. Le ministre des Finances, et il a raison, dit, quand il est arrivé, il a trouvé que l'état d'exécution des paiements était plus ou moins à 70%. Mais l'état des travaux exécutés réellement était en moyenne en dessous de 50%. Donc, lui, il attendait une chose, c'est qu'on lui explique pourquoi les gens qui avaient reçu 70% des paiements n'ont pas pu exécuter les travaux à hauteur des 70% et qu'on lui demandait de continuer à payer et qu'il trouvait que c'était impossible qu'il continue à payer. Il fallait que les gens justifient d'abord l'argent perçu et les gens refusaient. Et de ce point de vue-là, le ministre des Finances avait parfaitement raison parce que nous avons vu qu'il y a même des sauts de moutons pour lesquels les paiements ont été effectués, mais lorsqu'on a ouvert les tolls, c'était vide. Alors, ce sont des choses, moi en tant que parlementaire, j'entends qu'au mois de mars, à la rentrée parlementaire, qu'on interpelle le ministre des Infrastructures pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais en ce moment-là, où est la faute du ministre des Finances? Je ne vois pas la faute du ministre des Finances. On ne peut pas continuer à utiliser l'argent public comme ça, parce que quelque part, il est clair que c'est dans ces travaux des 100 jours, l'argent a été bouffé quelque part. C'est-à-dire, entre les commissions, les rétrocommissions, les exécutants n'ont pas pu faire le travail qu'ils devaient faire. En outre, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de marchés de gré à gré. Avoir rapidement de l'argent et rattraper le temps perdu, je crois que tout ça fait que le travail pour lequel l'État a payé n'a pas été exécuté. Et le ministre des Finances est vraiment dans son rôle, qui est le rôle de maîtriser la dépense publique et de veiller à ce que l'argent qui a été payé serve Honorable aux travaux. Rachiti, avec cette proposition, je crois, de loi, avec l'application de l'impôt sur le revenu de 15%, de l'impôt
l'impôt locatif ou je crois quelque chose que vous aviez proposé. On a un tweet là-bas, ça parle de la précarité de la vie de fonctionnaires. Voilà, le retrait sur les salaires de fonctionnaires de l'État. On a dit que c'est une question qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, dont vous faites partie, mais vous revenez sur ça pour se faire le beau yeux de l'électorat. Non, il faut dire la chose telle qu'elle se présente. Oui. Ces choses-là auraient dû se faire progressivement. Mais le gouvernement l'a fait dans la précipitation parce que, contraint, pour donner de l'argent d'ici mai, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont donné des conditions au gouvernement, notamment la retenue de 15%. Oui. Cette retenue de 15% fait qu'en termes nets, le pouvoir d'achat du fonctionnaire de l'État baisse de 15%. Et ce n'est pas ce qui était prévu. Il fallait, d'une certaine manière, et ce qui a été dit, qu'on compense par le transport, les allocations familiales et d'autres frais non taxables pour que le fonctionnaire reste au même niveau de net à payer. Parce que ce qui compte pour le fonctionnaire, c'est ce qu'il touche. Toute la gymnastique sur l'impôt, le non-impôt, ne le concerne pas vraiment. Oui. Donc, moi, ce que je reproche, c'est qu'on n'a pas pris de mesures compensatoires, mais on a juste retiré les 15%, ce qui fait une baisse nette de salaire de 20% pour des fonctionnaires qui sont déjà mal payés. Et ça, je crois que c'est tout à fait logique. Et lorsque vous comparez maintenant cette retenue de 15% avec l'inflation, parce que j'espère que nous allons en parler, l'inflation qui a, on n'a plus de temps. la hausse des prix qu'il y a aujourd'hui sur le marché, qui fait que en moyenne, les prix ont augmenté de 20%. Les prix augmentent d'un côté de 20% à peu près. Mais de l'autre côté, vous retranchez 15%, les gens ont perdu plus ou moins 30% de leur pouvoir d'achat. Donc, tu avais 100, tu te retrouves avec 70. Et comment remédier à cela, Mais à ce jour? À ce jour, si vous avez un gouvernement responsable, le gouvernement n'a qu'à prendre les mesures compensatoires prévues, c'est-à-dire augmenter le transport et les allocations, et créer les allocations familiales pour ces fonctionnaires, de manière à ce qu'ils retrouvent plus ou moins le niveau du montant qu'ils touchaient au départ. Merci honorable, on a terminé notre émission. Quelque chose à ajouter qu'on n'a pas pu aborder à cette émission? Non, juste un mot de la fin pour dire que non, les gens doivent cesser de croire que lorsque on est opposant ou on est dans l'opposition, on est là pour casser ou pour détruire. Non. En tant qu'opposant, nous, notre philosophie Ensemble pour la République, c'est de dire nous devons soutenir tout ce qui aide notre population. Nous devons, lorsque même un adversaire pose un acte qui aide la population, on le soutient. Mais lorsque les gens au pouvoir ou un adversaire fait des choses qui vont à l'encontre de l'intérêt de la population, c'est notre devoir de le combattre. Et nous sommes en train de finaliser la formation de notre parti politique qui va être un parti de masse, mais qui sera aussi un parti qui va préparer de manière concrète, constructive, l'avènement d'un régime qui va redresser ce pays et le faire sortir de la misère. Merci honorable. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de ce programme, votre magazine Les Décideurs. Merci de nous suivre comme tous les samedis. On se retrouve très prochainement, ça sera le samedi prochain avec un autre décideur qui nous fera l'honneur d'être sur ce plateau et évoquer la question de l'heure. Merci et à la prochaine.